Bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous avons vu le tenseur polarisation, F menu, et celui-ci est un tenseur symétrique, donc avec 10 composantes a priori indépendantes. La contrainte harmonique, donc la condition harmonique, impose 4 équations sur les composantes, donc il reste 6 composantes indépendantes, et dû à la liberté du choix de coordonnées, donc un changement de jauge, il reste en réalité que 4 coordonnées indépendantes. Ça impose 4 conditions, donc 2 coordonnées, il ne reste plus que 2 coordonnées indépendantes. Deux composantes indépendantes qui satisfont la symétrie, l'harmonicité et la jauge, le changement de coordonnées. Donc, pour l'illustrer, prenons une onde qui se dirige le long de l'axe Z vers les Z positifs. Dans ce cas-là, on a K1, K2 égale 0 et K3 égale K0, K3 égale K0 égale K, un nombre positif. La condition d'harmonicité, alors quelques calculs montrent tout de suite en utilisant ces grandeurs, on trouve que F31 plus F01 doit être égal à F22 plus F02 égale 0. Et on a également que F33 plus F03 doit être égal à moins F03 moins F00 égale à 1 demi F11 plus F22 plus F33 moins F00. Et ainsi, on peut choisir 4 composantes indépendantes et tirer les autres composantes de ces composantes-là. Par exemple, on peut choisir F01 égale moins F31, tiré d'ici, F02 égale moins F22, F03 égale moins 1 demi F33 plus F00, ce qui fait 4 composantes indépendantes, et par exemple F22 égale moins F11. Si on effectue une transformation de jauge, c'est-à-dire un changement de coordonnées, alors on obtient F'11 égale F11, F'22 égale F22, donc les valeurs primes après transformation, F'13 égale F13 plus K epsilon 1, F'23 égale F23 plus K epsilon 2, F'33 égale F33 plus K epsilon 3, et enfin F'00 égale F00 moins 2K epsilon 0. Le quadrivecteur epsilon est arbitraire, c'est un changement de coordonnées arbitraire, donc en réalité ces composantes-là elles sont arbitraires. Les seules composantes qui restent strictement invariantes sont F'1, F11 et F22. Donc ce sont les seuls à avoir une signification physique. Pour mieux le voir,
Effectuons une rotation dans le plan XY d'un angle θ. Donc on a une propagation le long de l'axe Z, et dans le plan perpendiculaire, on effectue une rotation d'axe d'angle θ. Dans ce cas-là, F' nu s'écrit comme une matrice de rotation R sigma mu. Alors j'ai mis un R rond pour le distinguer du tenseur de Riemann, parce que c'était pas le tenseur de Riemann bien entendu. R rho nu fois F sigma rho, où la matrice R est égale à 1, 0, 0, 0, 0 cos θ, sin θ, 0, 0 moins sin θ, cos θ, 0, 0, 0, 0, 1. Pour les composantes 1 et 2, c'est-à-dire x et y, c'est la matrice de rotation habituelle. Et évidemment, pour les autres axes, il n'y a rien qui change. Ça tourne dans le plan XY. C'est donc la matrice de rotation habituelle que l'on connaît en physique classique. On introduit maintenant les combinaisons F plus moins, donc la F plus et F moins, est égale à F11 moins ou plus I F12, c'est-à-dire moins F22 moins ou plus I F12. Et phi plus ou moins égale F21 moins ou plus I F22 égale moins F01 plus ou moins I F02. On effectue une rotation et l'ensemble des composantes, après quelques calculs, l'ensemble des composantes devient F' plus ou moins est égal à F plus ou moins exponentielle plus ou moins de zθ, phi plus ou moins égale phi plus ou moins exponentielle plus ou moins iθ, F'33, donc le long de l'axe Z égale F33, il est inchangé par la rotation, et de même F'00 égale F00. Alors, ce qu'on constate, c'est que cette composante-là, elle tourne 2 fois plus vite que l'angle de rotation. Donc, en fait, ça correspond à une hélicité égale à 2. Donc, l'hélicité, quand on a un objet, par exemple une particule qui tourne en avançant, elle fait un mouvement de tire-bouchon, et quand on la regarde par l'arrière, on observe une rotation de l'objet. Pour un objet classique, comme une balle par exemple, c'est toujours une rotation identique de l'objet identique à une rotation que l'on ferait des axes de coordonnées, mais on peut avoir une hélicité 2 pour certains types d'objets. Et ici, on a une hélicité 1 normale, et ici, un caractère longitudinal et scalaire. Alors, nous savons que seuls F11 et F22 ont un sens physique. Et donc, celles-ci, ces composantes-là sont arbitraires. Elles changent en fonction des coordonnées. Donc, leur changement sous une rotation n'a pas beaucoup de sens. Et seul ce changement-là a un sens physique. On dit donc que les ondes gravitationnelles sont des ondes transverses, elles sont transverses, d'hélicité 2. Alors qu'une onde électromagnétique, par exemple, est d'hélicité 1.
C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques ont un caractère vectoriel, tandis que les ondes gravitationnelles ont un caractère tensoriel. Si on prend une onde qui se propage comme ceci, et qu'on a un objet sur le chemin, sous l'effet de l'onde gravitationnelle, l'objet va se contracter et se dilater dans l'autre sens, puis se dilater latéralement et se contracter dans l'autre sens. Donc, on a vraiment une variation comme ceci, alors qu'une onde vectorielle a une variation plutôt comme cela. Voilà, alors on va arrêter ici pour les ondes gravitationnelles. Le sujet est assez vaste, donc ici c'était qu'une introduction, parce qu'on peut étudier l'énergie transmise par les ondes gravitationnelles, les mécanismes d'émission, les mécanismes de réception des ondes gravitationnelles, leur propagation. On peut calculer aussi leur déviation par un corps massif, comme pour la lumière. Donc c'est un sujet assez vaste. Donnons juste quelques mots. D'abord, l'énergie des ondes gravitationnelles est généralement très faible. Il faut des phénomènes extrêmement violents, des masses avec des accélérations brutales pour avoir un tant soit peu d'ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles, en plus, influencent assez faiblement la matière. Donc non seulement elles sont faibles, mais en plus elles influencent faiblement. Donc elles sont doublement faibles. Ça rend leur détection extrêmement difficile. Pour prendre un exemple, si deux trous noirs stellaires venaient à fusionner dans le voisinage du système solaire, un objet d'1 mètre, l'onde gravitationnelle qui en résultera, pour un objet d'1 mètre, provoquerait une variation de longueur inférieure à la taille d'un atome. C'est donc vraiment très faible. Les méthodes utilisées pour les détecter, les méthodes modernes, utilisent l'interférométrie. C'est-à-dire qu'on envoie des rayons lumineux, comme dans l'expérience de Michelson et Morley. On envoie des rayons lumineux dans deux bras, et on compare, par interférence, les temps de parcours des deux rayons lumineux. Cette méthode est très précise, puisqu'on peut mesurer avec une précision de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière utilisée, qui peut être de l'ordre du millionième de mètre. Mais ici, j'ai parlé de déplacement inférieur à la taille de l'atome, donc c'est insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour que les rayons lumineux fassent des centaines et des milliers d'allers-retours dans le laser. Et c'est seulement après un très très grand nombre de réflexions d'aller-retour que l'on mesure la différence. En quelque sorte, c'est comme si on utilisait des interféromètres beaucoup plus longs. Donc avec cette méthode très simple, mais un peu ardue en même temps d'œuvre, ça permet d'artificiellement augmenter la taille de l'interféromètre. Les interféromètres comme LIGO et Virgo font déjà plusieurs kilomètres de long, avec en plus cette amplification. Les effets restent malgré tout très faibles, donc on doit stabiliser de manière draconienne le dispositif. Par exemple, les miroirs sont pendus à des fils et avec des supports bourrés d'amortisseurs, de ressorts, pour amortir les vibrations. Parce qu'un simple camion qui passerait sur une route à quelques kilomètres suffirait à déclencher le détecteur. On utilise aussi une stabilisation en température extrêmement stable, en pression, etc. De plus, on effectue des traitements informatiques pour calculer et supprimer les bruits dans le signal. Et enfin, on utilise plusieurs détecteurs, 2 détecteurs LIGO et maintenant Virgo, qui permet de vérifier que tous les détecteurs ont détecté la même onde gravitationnelle passée au niveau de la Terre, et pas une perturbation locale. Et maintenant, ça fait quelques années ici que LIGO et maintenant Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles intenses émises par des fusions de trous noirs à très très grande distance et une fusion de 2 étoiles à neutrons
dans notre galaxie. À cette occasion-là, d'ailleurs, les astronomes ont braqué tous les instruments qu'ils avaient, tous les satellites, pour capter le phénomène en ondes gamma, en rayons X, en lumière visible, ce qui a permis d'avoir une foule d'informations sur le phénomène de fusion de deux étoiles à neutrons. Malgré le fait que cette détection soit récente, ça fait presque, pas loin de 50 ans, moins 40 ans, je ne sais plus la date exacte, qu'on est certain que les ondes gravitationnelles existent. Pourquoi? Parce que on avait déjà pu les détecter de manière indirecte, grâce au pulsar binaire. Alors qu'est-ce que c'est? Donc on a deux étoiles à neutrons. J'ai parlé des étoiles à neutrons, corps d'une densité extrême, une cuillère à café pèse des centaines de milliers de tonnes, astre extrêmement dense, petit, et qui tourne sur lui-même à parfois plusieurs centaines de tours par seconde. Certains d'entre eux forment des binaires et tournent l'un autour de l'autre. Et en plus, en tournant sur eux-mêmes, leur axe magnétique, leur pôle magnétique balaye l'espace. Et sur Terre, quand on les capte, c'est ce qu'on appelle alors des pulsars, on détecte les bip, 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 en fait, parfois plus d'une centaine, voire proche d'un millier par seconde, et avec une régularité extrême. Ce sont les objets les plus stables de l'univers. La seule chose qui est plus stable qu'eux, ce sont les horloges atomiques construites par les humains. Il n'y a rien de plus stable que ça, à part les horloges atomiques. Et lorsque deux pulsars sont en rotation l'un autour de l'autre, les effets gravitationnels sont extrêmement intenses, énormes, avec des forces de marée colossales, ce qui provoque des émissions d'ondes gravitationnelles assez fortes. Et du fait de cette perte d'énergie due à l'émission d'ondes gravitationnelles, les pulsars se rapprochent petit à petit, et en même temps, leur rotation sur eux-mêmes diminue. Et on a pu mesurer cette diminution sur plusieurs pulsars binaires. Le résultat peut être calculé théoriquement avec la relativité générale, et il dépend de manière assez complexe de la masse des deux étoiles à neutrons, de leur vitesse de rotation et de leur rotation l'un autour de l'autre. Et les résultats trouvés correspondent parfaitement à la théorie. Donc plus personne ne doutait de l'existence des ondes gravitationnelles. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à toute autre chose. Nous allons aborder la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers vu comme un tout et de son évolution. Et nous commencerons d'abord par parler du modèle standard de la cosmologie. Je vous remercie.